Demain, 25 octobre 2013, les utilisateurs de téléphonie mobile qui n'ont pas pu s'identifier verront leur numéro suspendu. L'annonce a été faite ce matin par la RTP lors d'un point de presse. Les détails dans ce journal-là. Le ramassage des objets recyclables dans l'état d'ordure est de plus en plus pratiqué par les enfants, une activité qui les expose à tous les dangers. Précision dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette grande édition du soir. Comme annoncé, le 25 octobre 2013, c'est la date limite pour l'identification des abonnés des compagnies de téléphonie mobile au Niger. À cet effet, l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste a animé ce matin un point de presse. Objectif à faire le point sur cette opération d'identification entamée il y a quelques mois de cela. Détail avec la télévision Dunia. 25 octobre 2013, c'est le délai donné aux utilisateurs de téléphonie mobile par l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste pour se faire identifier. À la veille de cette date butoir, les membres du comité chargé de faire appliquer la réglementation ont tenu à animer ce point de presse pour faire la situation de cette opération d'identification. Je vais rapidement faire le point de l'identification à ce niveau. Vous saviez qu'en août passé, le 26 août précisément, il y a eu suspension des abonnés au téléphone cellulaire qui ne sont pas fait identifier. Nous avions fait le point, je ne reviendrai pas là-dessus. Aujourd'hui, sur les 5 971 963 abonnés censés téléphoner, c'est-à-dire censés recevoir ou émettre des appels, il y a 4 427 810 abonnés qui sont régulièrement identifiés d'après les informations que l'autorité a eues des opérateurs que vous avez à nos côtés. Ce qui fait un taux de 74,14%. Je pense que au dernier point, nous étions à 58, environ 59%. Donc il y a eu une nette progression à ce niveau-là. Donc les abonnés commencent à comprendre l'enjeu de l'identification. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont fait identifier régulièrement d'après les chiffres que nous avons reçus des opérateurs. Il reste donc, d'après ce calcul-là, 1 544 153 abonnés qui sont normalement mis en réception d'appels. C'est 1 544 153 abonnés. Normalement, ils ne peuvent pas émettre des appels conformément au décret. Ça fait déjà 2 mois, ils sont pratiquement dans cette situation-là. Donc, la phase qui va suivre à partir du 25 octobre consistera à suspendre ces 1 544 153 abonnés. Ils ne pouvons plus émettre. Avant, ils recevaient des SMS, des messages, je voulais dire, ou bien ils peuvent recevoir des appels. Mais à partir du 25 à minuit, le 27 octobre à minuit, il est demandé aux opérateurs de procéder à leur suspension conformément au décret. Ils ne pourront plus émettre et ils ne pourront plus recevoir. Déjà, ils n'émettaient plus. Maintenant, ils ne vont même plus recevoir quoi que ce soit sur leur appareil pendant 1 mois. Au-delà du 25 octobre 2013, les abonnés non encore identifiés auront 1 mois pour se faire identifier, faute de quoi ils perdront définitivement leur numéro de téléphone mobile. Le 24 octobre de chaque année est célébrée la journée des Nations Unies. À cette occasion, le personnel du système des Nations Unies au Niger a procédé ce matin à un don de sang. Objectif contribuer à la satisfaction des besoins de sang au Niger. Le reportage est signé Isidore Wendemi Banaba. L'attachement du personnel du système des Nations Unies au bien-être de la population nigérienne, c'est en cela que se résume ces dons de sang du personnel du système des Nations Unies au Niger à l'occasion de la journée des Nations Unies. Nous avons, avec l'ensemble de nos collègues, décidé de venir donner notre sang parce que ça correspond parfaitement avec les principes fondateurs de notre organisation, de sauver des vies humaines, d'appuyer les peuples et les populations pour leur développement.
Et en outre, c'est un geste noble pour la paix, la sécurité et pour les droits humains. Donc je suis heureux d'en faire partie et j'exhorte l'ensemble de nos collègues à venir donner, non seulement pour cette journée, mais de manière assez régulière pour contribuer à sauver des vies humaines qui sont très importantes pour ce pays. L'initiative est salvatrice et pour remercier tout le personnel des Nations Unies, l'ONG Temaya et ses partenaires ont remis un trophée au système des Nations Unies. Et vraiment, nous remercions l'initiative qui vient des Nations Unies surtout, et aussi l'organisation de médecins qui est auprès du dispensaire des Nations Unies, avec les collaborateurs de ce système-là, ainsi que des organisations avec qui nous travaillons, et une association de la place ONG Amarco. Donc vraiment, nous les remercions infiniment. Donner son sang est un acte facile, mais très utile, car cela permet de sauver des vies en contribuant à la satisfaction des besoins en sang du Centre national de transfusion sanguine. Le volet reportage de cette édition nous amène à la rencontre des enfants ramasseurs d'objets recyclables. À longueur de journée, ces enfants fouillent l'état d'immondices à la recherche de fils de fer ou autres objets recyclables. Déscolarisés, ils sont exposés à tous les dangers. Le reportage est signé Omar Ahama. Généralement, à Niamey, les ordures finissent dans des décharges publiques improvisées en plein cœur de la ville. Très tôt le matin, ces enfants, munis souvent de pioches, de pelles et parfois d'un simple bâton, s'adonnent à leur activité, la fouille des ordures. Leur travail consiste à récupérer des vieilles boîtes métalliques, des bouts de tôle, des fers d'aluminium pour les revendre au marché Katako ou parfois sur place à un négociant qui les achète à vil prix, pour les revendre cher à ses clients grossistes. Pour ces enfants, c'est un travail pénible qui les expose à d'énormes risques. Mais au bout du compte, ils rapportent, expliquent ces enfants. Cette activité, il faut le reconnaître, met les enfants à l'abri de la mendicité. Mais quel avenir réservé à ces enfants issus des couches sociales déshéritées? Dans la plupart des cas, ces ramasseurs de déchets recyclables sont déscolarisés. Ay koy par kilo ni gi pese. Bon, gurbi kila igade weidu. Falaw kila wahaku. Fil de fer wani anduma ngene ya. Kila igade 3500. Donc ndi de forofite ka fil en kantor ko pus ko e kanugumun. Ay kumna Cette activité a donc son revers. Les enfants sont exposés aux pires infections comme le jeune Amadou qui a son BPC en poche. Ils sont nombreux à quitter l'école face à certains problèmes pour rejoindre les décharges. Présentement, j'ai 3 ans d'avoir cessé les études, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle même j'ai commencé le rassemblage des métals. J'ai le niveau brevet quand même, mais je suis arrivé jusqu'au lycée, j'ai fait jusqu'en seconde. Bon, c'est avec les difficultés que je n'ai pas pu tenir, j'ai abandonné pour les écoles professionnelles, quoi. Là aussi, je n'ai pas tenu, quoi. Vraiment, c'est ce qui a fait la cause d'avoir se retrouvé ici, quoi. Durant ces vacances-là, j'ai été hospitalisé 3 mois. Donc le dernier mois qui reste dans l'hospitalisation, ça coïncide même avec le début des écoles, quoi. Où est votre famille? Ma famille, nous sommes à Bukotchi présentement. Le phénomène a donc pris de l'ampleur. Face à cette situation, nous interpellons les ONG qui œuvrent pour la défense des droits des enfants et leur bien-être afin que Amadou, Bouba et Fessal, tous autant qu'ils sont, regagnent le chemin de l'école car l'éducation est considérée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme
comme un droit qui devait être apprécié par chaque être humain. L'article 28 de la Convention sur les droits de l'enfant consacre les droits de l'enfant à l'éducation, précisant que garçons et filles jouissent des mêmes droits sur ce plan. Il urge donc de trouver des solutions pour ces jeunes ramasseurs de déchets recyclables. La suite de ce journal au Niger, la culture de l'encens est liée aux coutumes de certaines régions. Pour joindre l'utile à l'agréable, les femmes nigériennes friandes de coquetterie utilisent l'encens pour donner une agréable senteur à leur maison. Comment prépare-t-on cette substance aujourd'hui utilisée par presque toutes les femmes nigériennes? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïssa Ibrahim Mamoudou. L'encens fait désormais partie de l'art de vivre des Africains. En effet, la femme nigérienne a fait de l'encens un produit de tous les jours. L'encens, fait à base d'écorce et de la résine de certaines plantes, provient de plusieurs pays comme l'Inde, Dubaï et est souvent fabriqué au Niger même. Plus qu'un simple parfum, la préparation de l'encens nécessite un savoir-faire. Quand les femmes viennent, ils achètent le bois d'abord. Il y a deux types de parfums qu'on prépare. Il y a le parfum qu'on prépare sur le feu et le parfum qu'on asperge avec de l'eau de Cologne. Une fois aspergé, les femmes mettent un peu de temps, soit 2, 3, voire une semaine, et dans un récipient bien mouillé. Ensuite, elles achètent les essences. C'est les essences là qu'elles achètent et les concentrés. Les parfums qui viennent directement du Nigeria. Et aussi, ça a été commandé vers l'Allemagne ou bien les autres pays. Les plantes proviennent de l'Inde et d'autres pays. Les eaux de Cologne viennent du Dakar et d'Abidjan. Les essences viennent du Nigeria. Les femmes achètent beaucoup. On arrive à trouver notre compte. Elles achètent ça beaucoup plus pendant la saison pluvieuse et pendant la saison froide. Les techniques de fabrication transmises par les traditions évoluent constamment et constituent de nos jours une véritable expression créative. En fonction des ingrédients qui entrent dans la composition de l'encens, c'est un message riche et subtil, personnalisé qu'il livre. Au même titre que la cuisine, la musique, la littérature, l'encens transporte du sens, communique des messages, sollicite les sens, les émotions, communique du plaisir. On utilise l'encens pour parfumer nos chambres. Deux fois, on se lave avec et on le met sur nos corps pour nos maris afin qu'à leur arrivée, ils se sentent bien chez eux. On utilise l'encens qu'on brûle sur du charbon et c'est l'huile en liquide pour le corps. Choisissez un encens en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Votre choix doit s'adapter aux heures de la journée. Les senteurs vertes sont stimulantes le matin. Les senteurs plus gourmandes, plus incarnées sont pour le midi car elles aident à la convivialité. L'après-midi et le soir demandent des senteurs favorisant le recueillement, le fait d'être bien chez soi, de se retrouver en famille. L'un dans l'autre, mettez-en sur vous, vos habits, brûlez-en sur du charbon de bois, mettez-en dans votre bain. Quelle que soit la manière choisie, l'encens ne vous sera que bénéfique. Autre aspect de ce journal, l'association des municipalités du Niger, AMN, en partenariat avec le Centre international de formation des acteurs locaux, organise une session de formation à l'endroit des acteurs de la décentralisation. Durant 2 jours, ces acteurs seront formés sur les notions de ressources internes et externes. Les détails avec Al-Mokhtar Keni. Stratégie et outils de mobilisation des ressources financières internes des collectivités locales au Niger, c'est le thème retenu à cette session de formation qui réunit des acteurs de la décentralisation. De prime abord, c'est le secrétaire général de l'Association des municipalités du Niger qui a souhaité la bienvenue aux participants. Je note avec satisfaction le choix de ce thème car aujourd'hui, l'insuffisance des ressources demeure le problème épineux auquel les collectivités font face.
C'est pourquoi je lance un appel pressant à l'endroit de tous les participants pour bien échanger et se doter à la fin de ces stratégies efficaces pouvant nous permettre de mobiliser les ressources qui existent. Ensuite, le coordonnateur du Centre international de formation des acteurs locaux, CIFAL de Ouagadougou, a pris la parole pour saluer la présence du tutelle aux assises. Une présence, a-t-il indiqué, qui dénote l'importance accordée par les plus hautes autorités au processus de décentralisation. Le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses, en ouvrant les travaux, a souligné le défi que constitue la mobilisation des ressources financières, objet de la présente session. La mobilisation des ressources financières demeure l'un des défis majeurs pour les communes. À cet égard, elle revêt plusieurs enjeux pour ces dernières en quête permanente des ressources pour apporter une réponse aux besoins des citoyens. Cependant, la faible performance des communes dans le recouvrement des impôts et taxes nécessite la mise en place d'une stratégie durable de mobilisation des ressources. De cet atelier de 2 jours sortiront sans nul doute des recommandations et résolutions pertinentes pour une réussite du processus de décentralisation au Niger. Move Niger a procédé cet après-midi à la signature d'une convention de prestation du nouveau service à Flouz Café avec le syndicat des vendeurs de café et de thé. Un service qui permet d'acheter et de vendre du café, du thé ou même du sandwich via le téléphone portable. D'état avec Mariama Soumana. Par ce geste, l'opérateur de téléphonie mobile Move Niger et le syndicat des vendeurs de café et thé Sivedika viennent de procéder à la signature d'une convention de prestation du nouveau produit Flouz de Move Niger. Un partenariat qui permettra désormais aux vendeurs et acheteurs de café et de thé d'utiliser le service Flouz pour l'achat et la vente de leurs produits. Cette innovation consiste désormais dans le paiement de notre café, thé, sandwich et autres produits de première nécessité via le porte-monnaie électronique Flouz. Ceci est désormais possible grâce à la signature ce soir du partenariat et de la convention, je dirais, entre Atlantic Niger et le syndicat des vendeurs de café et de thé. Veuillez noter que Atlantic Télécom est une des filiales du groupe Etisalat qui est présent dans 18 pays avec plus de 140 millions d'abonnés. À côté d'Atlantic, ce soir, nous avons le syndicat des vendeurs de café et de thé, communément appelé Civedicat, qui compte en son sein un peu plus de 1500 vendeurs répartis sur tout le territoire nigérien. Aujourd'hui, donc, ces 2 structures s'engagent avec l'aide de la Banque Atlantique Niger pour fournir aux abonnés Move le Flouz Café, ou je dirais encore le paiement du café via Flouz. Se réjouissant de ce nouveau partenariat, le secrétaire général du Civedika estime que l'utilisation du service Flouz Café est une innovation dans leur domaine. Cela permet de professionnaliser davantage la vente du café. La cérémonie qui réunit ce soir revêt d'une importance capitale dans la vie de nos membres vendeurs de thé et café que nous sommes. Il s'agit de la signature d'un partenariat avec la société de téléphonie cellulaire Move Niger. Cette signature de partenariat vient à point nommé, car depuis sa création, le Ben exécutif du Civedika s'est toujours engagé à offrir à ses membres de nouvelles façons de réussir leur activité professionnelle. Ce nouveau cas de partenariat avec Move à travers ces différents produits permettra sans doute, sans aucun doute à nos camarades une très bonne communication très abordable avec tous les membres du bureau. Et encore faciliter à nos membres d'effectuer des opérations d'achat et de vente et même favoriser nos clients sans nous déplacer de notre point de vente. Simple, rapide et pratique, le Flouz est un compte virtuel, du moins un porte-monnaie électronique qui permet de réaliser des opérations financières sur place. Flouz Café, une nouvelle façon d'acheter du café. Clôture
Hier après-midi, au palais des congrès de Niamey de la 6e conférence des grandes chancelleries des ordres nationaux de l'Afrique francophone subsaharienne et de la France. Une rencontre qui a placé la femme au centre des échanges d'État avec Idi et Maman Siraji. Après 3 jours ponctués par des échanges fructueux, empreints de fraternité et de convivialité, la 6e conférence des grandes chancelleries des ordres nationaux de l'Afrique francophone subsaharienne et de la France a clos ses travaux. La rencontre qui a placé la femme au centre de ces échanges a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Le renforcement du pouvoir de contrôle des grandes chancelleries en matière de sélection des récipiendaires pour tenir compte non seulement des compétences techniques et professionnelles, mais aussi et surtout des qualités morales des récipiendaires. L'Afrique a besoin de modèles pour les générations futures. Deuxièmement, l'instauration de l'égalité du genre dans les structures des grandes chancelleries des pays membres. L'encouragement de la promotion du mérite féminin dans les pays membres. Une plus grande visibilité de la grande chancellerie dans tous les pays membres. La contribution des grandes chancelleries à la moralisation de la vie publique, afin que les décorés représentent de véritables modèles pour la société. Le nouveau président de la chancellerie des ordres nationaux des pays de l'Afrique francophone subsaharienne et de la France a dans son intervention souligné l'engagement de toutes ces chancelleries à œuvrer dans l'atteinte des objectifs fixés par la conférence. Quant au Premier ministre Brigitte Raffini, qui présidait la cérémonie de clôture, elle a rassuré de la détermination du gouvernement nigérien à donner à la femme la place qui est sienne dans le processus du développement. Ce thème est d'une actualité certaine dans nos pays où les femmes représentent plus de la moitié de la population. Nous nous accordons tous en fait sur le fait qu'il ne saurait y avoir de développement économique et social durable sans la prise en compte effective de la femme comme acteur à part entière, j'allais dire acteur incontournable. Je voudrais vous assurer, mesdames et messieurs les grands chanceliers, de la détermination du gouvernement du Niger à faire jouer à la femme son rôle de moteur de développement socio-économique et politique, conformément aux directives du président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, dont quelques esquisses vous ont été présentées lors du discours officiel d'ouverture des travaux de votre 6e conférence par le chef de l'État lui-même. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction et l'intime conviction de la nécessité de faire de la femme le pilier du développement. La suite de ce journal, dîner de gala hier soir au Grand Hôtel de Niamey de l'ONG néerlandaise de développement SNV Niger et la commune urbaine de Filingué. Objectif plaider et collecter des fonds en faveur des populations du Kourfey victimes d'inondations. D'État avec Awissi Abdraman. Ce dîner d'affaires organisé par la commune urbaine de Filingué en collaboration avec l'ONG néerlandaise de développement SNV Niger est un plaidoyer en vue de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations du Kourfey. Situé sur l'ancien lit du fleuve Dalol, le Kourfey est victime d'inondations récurrentes. Les populations du Kourfey enregistrent d'énormes dégâts à cause des inondations et font face à des problèmes de santé liés toujours aux inondations devenues dans cette région chronique. Ce dîner est donc une opportunité pour les partenaires techniques et financiers et les acteurs locaux d'échanger autour des problèmes de population du Kourfey afin de trouver des solutions adéquates au phénomène des inondations dans le Kourfey. Ces inondations sont aussi source d'insalubrité urbaine, avec la multiplication partout dans la ville des marigots, des mares, des plaques d'eau stagnantes et des mauvaises herbes, véritables habitats de moustiques et d'insectes de tout genre, qui, comme vous le savez, sont à la base de nombreux problèmes de santé publique. Par ailleurs, les eaux de ruissellement découlant de ces inondations
provoquent d'énormes ravinements dans la ville, rendant difficile la circulation pendant la saison des pluies. Ce qui justifie la prise en charge urgente de ce phénomène, non seulement pour améliorer le cadre de vie des populations de Filengue, mais également pour donner une image positive de la ville qui, grâce au bitumage de la route de la Renaissance reliant Niamey à Tawa via Filengue, connaîtra un développement urbain certain. Ce dîner, une première en la matière, est donc une opportunité d'échange entre les partenaires techniques et financiers et les acteurs locaux et nationaux afin de trouver les voies et moyens nécessaires à la résolution durable de cet épineux problème. Je formule le vœu que les résultats qui en découleront serviront d'école aux autres collectivités et permettront d'apporter un réel soulagement aux populations de Filengue. Permettez-moi donc de saluer cette initiative louable de la commune urbaine de Filengue, qui cadre bien avec la mise en œuvre de la loi numéro 2002-013 du 11 juin 2002 portant transfert de compétences aux régions, départements et communes qui encouragent les collectivités à prendre en charge leur propre développement. Au cours de ce dîner, 2 reportages sur le Kourfey réalisés par la télévision Dunia et Télé Sahel ont été projetés. Ils retracent les difficultés des populations du Kourfey face aux inondations. Suite à cette projection, des débats intéressants sont engagés entre les participants et plusieurs recommandations ont été faites. L'amélioration de la praticabilité des routes en saison pluvieuse aura sans doute des retombées économiques importantes dans la région, a souligné le maire de Filengue. Une fois les routes mises en état, ce sera le début de la résolution des problèmes des 43 communes de la région de Tillabéri. Direction Zender avec la célébration mercredi dernier de la Journée internationale de l'alimentation et de la campagne internationale Chacun et tous. À cette occasion, un marathon a été organisé par l'ONG Save the Children en faveur de la survie de l'enfant. On est avec Seine Moutido Jibril, RTD Zender. Cette présente manifestation rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 19 octobre dernier et la campagne internationale Tous et Chacun célébrée le 23 octobre en faveur de la survie des enfants à travers un marathon mondial qui est initié à Zender par l'ONG Save the Children. Une occasion pour le responsable de l'antenne régionale de l'ONG Save the Children d'éclairer le public sur le rapport publié par Save the Children dans le cadre de la campagne Tous et Chacun sur les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment la réduction de la mortalité infantile dans les 115 pays où se concentre la quasi-totalité de ce phénomène. Cette nouvelle évaluation faite par Save the Children sur les progrès réalisés par les différents pays dans la lutte contre le décès évitable des enfants met en avant le Niger. Pourtant, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le Niger a réussi à réduire de presque 2/3 la mortalité infantile évitable et devrait parvenir à atteindre l'objectif du millénaire pour le développement des Nations Unies sur la réduction de la mortalité infantile. En effet, le taux de mortalité infanto-juvénile, tout en restant élevé au niveau du Niger, est passé de 318 pour 1000 en 92 à 127 pour 1000 en 2012. Les marathoniens, à leur tour, ont plaidé en faveur des enfants. Toute personne a le droit à des soins de qualité adéquats. Au Niger, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes ont droit à des soins gratuits. Chaque enfant a des droits à une alimentation complète et équilibrée pendant toute l'année et tout au long de ses années de croissance. Le gouvernement et ses partenaires doivent répondre adéquatement aux problèmes structurels qui conduisent à la répétition des crises alimentaires et nutritionnelles, y compris planifier des investissements à long terme en matière d'agriculture, d'élevage et d'amélioration des services de protection sociale, transferts sociaux, d'éducation nutritionnelle. Les enfants orphelins parrainés par l'ONG Human People International, HAI, se sont joints aux marathoniens pour défendre la cause commune. La pauvreté touche de manière aiguë les enfants.
menace leur survie. Elle est à l'origine, entre autres, de la malnutrition, de la mortalité maternelle et infantile et des problèmes de gêne avec la justice. À cet effet, nous lançons un appel à tous, puisque la responsabilité est collective, tous, et qu'il est du devoir de chaque acteur local et national de jouer pleinement sa partition pour un monde digne des enfants. Après les allocutions, les 90 marathoniens ont parcouru une distance de 42 km par relais. À la fin du parcours, tous les marathoniens ont été récompensés pour avoir couru en faveur de la survie des enfants. Il faut noter que la journée de la campagne internationale Tous et Chacun s'est déroulée à Zender sous de notes de bonne facture en présence des institutions qui œuvrent pour le bien-être et la survie des enfants. Place à présent à la partie magazine de cette édition. Le ministre de l'Intérieur, Assimi Massaoudou, a été récemment interpellé par les députés nationaux sur la révocation du maire central de Niamey. Qu'en est-il des modalités d'interpellation des ministres à l'Assemblée nationale? Élément de réponse dans ce grand format signé Ali Sissé Ibrahima. Bonne réception et bonsoir. Par 12 personnalités, dont entre autres Boubou Hama, Muntari Moussa, Georges Kwanda, Mahamadou Issoufou, etc. Depuis le 30 mars 2011, avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou au pouvoir, l'Assemblée qui compte 113 députés, dont 15 femmes, est dirigée par Hama Amadou. L'Assemblée nationale, c'est l'ensemble des élus au niveau de la nation. Bon, ici, il faut dire que nous sommes élus au suffrage universel direct, mais avec des circonscriptions différentes. Il y en a qui sont élus sur des circonscriptions ordinaires qu'on appelle les régions, telles que le définit le code électoral actuellement en vigueur dans notre pays, et ceux qui sont élus sur la base de ce qu'on appelle les circonscriptions spéciales. Donc ce sont ces deux circonscriptions que nous avons, à partir desquelles donc viennent les 113 députés. Donc c'est la représentation nationale, comme son nom l'indique. Ce sont des élus qui viennent légiférer au nom du peuple, qui sont envoyés par leurs électeurs pour légiférer, consentir l'impôt, voter les lois, suivre l'action gouvernementale, conformément donc au régime en vigueur au Niger, c'est-à-dire le régime semi-présidentiel. Les activités à l'Assemblée nationale se traitent au fond essentiellement en commission puis en plénière, où ils sont examinés par l'ensemble des élus et validés. L'Assemblée est le sanctuaire où l'impôt est élaboré, mais aussi là où les lois sont étudiées et adoptées. Consentir l'impôt, c'est quoi? C'est à travers la loi de finances. Dans la Constitution, toutes les constitutions d'ailleurs que nous avons connues en tout cas, on a toujours l'habitude de dire que la loi des finances de l'année en cours, c'est elle qui définit le cadre juridique, la base légale sur laquelle sont consentis pratiquement tous les impôts. C'est-à-dire, vous avez les dépenses, vous avez les recettes. Un budget est toujours équilibré en recettes et en dépenses. Pour qu'il y ait recettes, voilà les postes. Pour qu'il y ait dépenses également, voilà les postes. Au-delà de la loi de finances, vous avez également le vote des autres lois ordinaires, qu'elles peuvent être des lois organiques comme des lois simples. Les lois organiques, elles passent, elles subissent un contrôle de conformité à la Constitution d'abord, à la Cour constitutionnelle avant leur mise en exécution. Or, ces lois également sont votées par l'Assemblée nationale. Il y a un passage assez important que vous attendez chaque fois, on dit, à la fin de toutes nos sessions, le gouvernement a demandé une loi d'habilitation
une loi d'habilitation quand l'Assemblée nationale est en vacances, c'est-à-dire les périodes qu'on appelle les périodes d'intercession. Le gouvernement, dans le cadre de ces discussions avec ses partenaires bilatéraux ou multilatéraux, demande l'autorisation à l'Assemblée nationale de signer par ordonnance un certain nombre de conventions de financement, de ratification, mais qui doivent être déposées une semaine. La loi d'habilitation est toujours limitée dans le temps, parce que là, on donne les prérogatives de l'Assemblée nationale au gouvernement pour légiférer par ordonnance dans l'intercession. Et une fois que l'Assemblée est convoquée, en ce moment, le gouvernement dépose ce qu'on appelle les instruments de ratification pour que les députés, eux, ratifient maintenant ce qui a été signé, la convention signée par ordonnance par le gouvernement pendant la période d'intercession. Parmi les activités effectuées à l'Assemblée nationale se trouve le contrôle de l'action gouvernementale. Il se présente sous plusieurs formes. Les modalités pratiques de l'exercice qui diffèrent. Ces modalités diffèrent en ce sens que une question orale, c'est-à-dire le député rédige sa question orale, il la dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents, c'est-à-dire qui se réunit, qui reçoit, parce que les instances de l'Assemblée nationale ont des attributions très précises et telles que stipulées par le règlement intérieur. On reçoit, on peut examiner plusieurs questions, on les sélectionne. Si elles ne sont pas recevables, la conférence les rejette. Si elles sont recevables, elle les adopte et elle les envoie au gouvernement, en ce moment pour mise en pratique conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur. Pour la question orale, le ministre est appelé, il vient, il parle. Quand il finit de parler, c'est également l'auteur de la question seulement qui doit parler. Par contre, dans l'interpellation ou la question d'actualité, c'est-à-dire que l'auteur de l'interpellation ou les auteurs de l'interpellation donnent lecture, un d'entre eux donne lecture de l'interpellation, le ministre interpellé prend la parole et il donne sa version des faits, après quoi on distribue la parole à tous les groupes parlementaires. C'est toute l'Assemblée nationale qui parle, bien évidemment. Il y en a qui ne veulent pas parler, il y en a qui veulent parler en ce moment, mais selon les modalités telles que prescrites par le règlement intérieur, tous les députés ont droit de parole, et avec un temps limite pour tous les groupes. Voilà la différence. Et l'autre différence, et qui est essentielle à mon avis, c'est que suite à une interpellation, il y a toujours, l'Assemblée nationale toujours fait une recommandation, une déclaration dans laquelle sont contenues un certain nombre de recommandations acquis de droit, notamment au gouvernement, par rapport à un problème de l'heure. C'est ainsi que dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a procédé à l'interpellation du ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massoudou. Une interpellation qui fait suite à la révocation par le gouvernement du maire central de Niamey, Oumar Moumouni Dogari. Un débat enrichissant et intéressant s'était engagé entre les députés et le ministre. À cette occasion, on découvre plusieurs facettes chez les députés où certains, dans leur intervention, font figure d'intellectuels. Au niveau du gouvernement, ils estiment que l'endettement est un acte de mauvaise gestion ou de mauvaise gouvernance. Mais qu'en est-il donc du gouvernement qui endette les pays? C'est aussi un acte donc de mauvaise gouvernance. Ce n'est pas ici qu'on va nous parler de l'endettement. Moi, je pense qu'il doit y avoir un peu de retenue. Au contraire, moi, je pense, aujourd'hui, dans le contexte actuel, si le maire de la ville de Niamey arrivait à convaincre une banque commerciale à prêter de l'argent, il doit être félicité, quel que soit son visage. Moi, je pense que ce maire doit être félicité pour permettre aux autres collectivités d'en bénéficier. Aujourd'hui, avec l'acte que le gouvernement pose, le processus est interrompu. Mais quel est l'avenir donc de nos collectivités quand on sait que l'État n'a pas les moyens de le soutenir? Cependant, chez d'autres députés, le ton est plutôt rude. La première irrégularité que je relève, c'est que d'abord, les biens objets de l'affectation hypothécaire. Personne n'a dit que, et nulle part, un texte au Niger n'a prévu que les collectivités territoriales ne peuvent faire des hypothèques. Ils peuvent bien le faire, mais il y a des catégories de biens sur lesquels ces hypothèques-là peuvent porter. Et en l'espèce, la résidence du maire et le garage municipal ne font pas partie de cette catégorie-là. Voilà la question là où se pose. Donc,
les biens objets de l'affectation hypothécaire sont des biens qui sont hors du commerce, qui ne doivent pas faire l'objet d'hypothèque. Deuxièmement, le type de financement pour lequel un emprunt peut être contracté. C'est bien dit dans les textes que c'est pour des investissements. Ici, on a relevé que le prêt a été contracté pour des facilités de caisse. Et vous conviendrez avec moi quand même que cela ne fait pas partie des raisons pour lesquelles un prêt peut être contracté par une collectivité. Au-delà de toute empoignade d'idées souvent exprimées avec virulence, l'Assemblée nationale reste le temple de l'expression de la pédagogie politique. Le quotidien à l'Assemblée pendant les sessions ordinaires, comme d'ailleurs extraordinaires, s'articule autour des travaux en commission et le plus souvent qui prennent le plus de temps parce que c'est là qu'il faut étudier les dossiers de manière approfondie. Et puis après les travaux de commission, il y a la plénière où le plus souvent elle prend moins de temps que les travaux en commission. Sinon, tout se déroule normalement, que ce soit au niveau de commission, au niveau de quelques plénières qu'on a connues par exemple depuis la convocation de la session ordinaire actuelle. Donc tout se passe normalement. À l'heure où l'espace politique est à la recomposition, l'urgence est à la dédramatisation de la situation. Le peuple qui nous suit, il nous regarde et il se fait sa propre opinion. Donc je pense que nous n'avons pas droit à décevoir ce peuple. Nous n'avons pas le droit également de le trahir par rapport aux missions à nous confier par sa sanction, c'est-à-dire grâce à son vote. Pour ce faire, je pense que les choses vont s'acclimater les uns les autres de ce nouveau départ. Nous allons nous habituer au départ également. Avec l'opposition, c'était dur. Après, bon, l'ambiance a été très détendue. C'est vrai que maintenant, l'opposition a été renforcée avec l'arrivée de Lumana, 25 députés, qui se retrouvent avec les autres. Ce n'est pas un fait mineur, c'est un fait majeur, il faut le reconnaître. Mais je pense que les choses iront à merveille. Vraiment, moi, je ne suis pas le genre à dramatiser la polémique en cours en faisant croire que bon, c'est l'apocalypse au Niger. Ça, c'est malheureusement, nous sommes devenus un pays de rumeurs, un pays où, et ça affole beaucoup de nos compatriotes à l'extérieur, ça affole beaucoup de nos partenaires à l'extérieur quand ils lisent notre presse sur le net. On a l'impression que d'un moment à l'autre, le Niger prendra feu, il n'en est rien. Enfin, l'Assemblée nationale du Niger mérite toute la confiance du peuple, eu égard à la qualité des travaux qui sont exécutés par les députés nationaux, œuvre qui participe au renforcement de la démocratie de notre pays.